Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va se demander comment 3 équipes de l'Est pourraient passer un cap cette saison. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour les référencements et bienvenue sur le podcast de QBasket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, la saison approche, on commence doucement à se rapprocher de la dernière ligne droite. Et pour pouvoir justement parler encore de quelques équipes avant qu'on démarre, on s'est dit qu'il pourrait être intéressant de regarder comment certaines équipes qui sont un peu au milieu du classement pourraient passer un cap cette saison et voir quels sont les éléments qui, l'année dernière, les ont peut-être un peu limités et qui, dans leur été et dans leur construction, nous donnent envie d'y croire un peu, mais au-delà d'y croire, surtout de nous poser des questions pour se dire comment ils pourraient donc passer ce fameux cap. Puis on essaiera d'ailleurs de voir un peu quel est ce cap. Et pour travailler tout ça, on est avec Enzo. Salut Enzo, comment ça va ? Bah ça va super, ravi d'être là, d'être là pour cette première. Merci à toi pour l'invitation. Et puis voilà, j'espère que tout va bien aussi en cette fin de semaine. Il est un peu tard, mais ça va le faire. On va être efficace et on va être intéressant. Enzo, est-ce que tu as hâte du début de la saison là ? Est-ce que t'es un gars, toi, déjà de la pré-saison ? Est-ce que tu regardes la pré-saison pour te poser un peu des questions ou pas du tout ? Oui et non. Je regarde du coup les matchs de mon équipe, de Détroit en l'occurrence, mais je préfère regarder des anciens matchs où je me pose encore des questions sur la saison dernière, parce qu'il y a vraiment trop de matchs à regarder dans une saison. Du coup, je préfère me remater des matchs d'Utah du mois de janvier par exemple, plutôt que de me mettre sur la pré-saison. Mais Ouais, par moi je suis contre, une comme fois toi, que la saison est je suis comme toi, je suis pas très pré-saison. Je préfère encore regarder. Il y a tellement tout le temps des choses un peu à regarder quand tu vois des équipes que déjà faire un peu face à la masse d'informations qu'il y a sur l'ensemble de la NBA, l'été est pas suffisant. Alors la pré-saison, j'ai tendance aussi comme toi à la skipper quoi, pour le coup. Ouais. Enzo, tu l'as dit, toi t'es donc fan de Détroit, c'est ça hein ? Exactement, depuis un petit moment maintenant. C'est quoi qui Et t'a rendu fan de Détroit ? bah, je suis de la génération qui a commencé sur YouTube avec Trash Talk, avec la vidéo de Code Jordan. Et du coup, pour ceux qui ont suivi un peu à cette époque-là, il y avait l'ami Wax qui passait souvent dans les vidéos et qui avait une passion très communicative envers ces Detroit Pistons. Et je suis un peu tombé amoureux là-dedans avec le storytelling qu'il faisait. Et puis, c'est toujours plus intéressant de suivre une équipe quand il y a un gars passionné, aussi passionné que lui surtout, qui transmet un peu son amour envers cette équipe. Et puis rapidement après, il y a l'arrivée de Blake Griffin et de Killian Hayes. Et du coup, après, je suis monté dans le train et pour l'instant, je suis encore dedans. Alors je comprends le train avec Blake Griffin, je le comprends un peu moins avec Killian Hayes. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là non plus pour se juger. Enzo, pardon, si jamais vous reconnaissez pas sa voix, vous pouvez le retrouver sur Twitter, c'est La Relève, que vous pouvez retrouver avec notamment pas mal de threads de différentes thématiques. C'est quoi un peu là ton envie sur la saison à venir ? T'as envie de produire un peu de contenu là sur Twitter ? Sur Twitter, peut-être un petit peu moins, parce que bon, l'endroit est un peu moins intéressant qu'auparavant. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde aussi avec qui discuter. J'ai l'impression que toi aussi, tu fais un peu moins de Ouais, un peu moins. threads. T'en faisais aussi à une période. Mais non, du coup, plus de podcasts, plus de contenu un peu différent sur d'autres plateformes que Twitter. Ok, impeccable. Et bah du coup, ce que je te propose, c'est qu'on démarre notre podcast. En plus, c'était ta proposition de pouvoir travailler ces équipes-là par cet angle-là. Et je pense qu'on va pouvoir bien s'amuser en discutant. Ce qu'on va faire, peut-être pour préciser un peu pour les auditeurs, on peut peut-être leur préciser un peu comment on a construit le podcast. L'idée, c'est de se dire pour chacune des équipes que vous allez découvrir au fur et à mesure. On se fait le bilan de la saison dernière, mais rapidement. L'idée, c'est pas de faire un bilan dans le détail, c'est juste de se rappeler quelques éléments essentiels. On essaye de se demander qu'est-ce qui peut changer la dynamique dans laquelle est cette équipe. Et enfin, on se demande ce que serait une année réussie. Si ça te va, Enzo, ce que je te propose, c'est qu'on démarre sans plus attendre et que tu puisses parler de la première équipe dont tu avais envie de parler. Et bon, du coup, on va commencer par Toronto. Toronto, Ouais. une équipe qui est un petit peu dans
dans une impasse, ou en tout cas, je trouve qu'il se pose beaucoup de questions, notamment avec beaucoup de gros contrats et très peu de joueurs qui s'émancipent un petit peu de cet effectif-là. On a des joueurs qui ont été la saison dernière un petit peu décevants parmi les plus gros volumes et puis les plus grosses stars. Donc je pense à Scottie Barnes, à R.J. Barrett et à Emmanuel Quickley aussi. Et les trois ont été handicapés par certains problèmes. Il y en a deux, c'était des problèmes de blessure. Barnes, il a manqué une vingtaine de matchs et Quickley surtout, qui en a même pas joué 40. Il a même pas été dans la moitié de la saison sur le parquet du côté de Toronto. C'était un petit peu dérangeant du coup forcément pour lancer une dynamique et puis lancer enfin une vraie reconstruction après les années un petit peu stagnantes quand il y avait encore Siakam, quand il y avait encore Van Vliet, OG Anunoby, etc. Et donc beaucoup de questions qui se posent autour de la hiérarchie, de à qui donner le plus le ballon, etc. Surtout qu'on a des profils qui ne sont pas des porteurs de balles vraiment très très évidents et très dominants. R.J. Barrett, il est vraiment pas assez efficace quand on lui donne trop le ballon. Scottie Barnes, il manque de scoring. Quickley, il souffle un peu le chaud et le froid et on l'a jamais vu vraiment passer sous un très gros usage durant toute une saison complète. Donc voilà, beaucoup de questions. Ouais. Et puis, il y a aussi des défauts structurels liés à l'équipe, parce que voilà, ça reste une équipe qui est un peu dans les fonds du classement. Donc, comme souvent, ça manque de shoot, ça manque de porteurs de balles. Et puis, il y a surtout un plus gros contrat, celui qui était censé être la star de l'effectif, Scottie Barnes, qui je trouve un peu déçu. C'est un truc que j'ai l'impression de répéter dans tous les podcasts différents que je fais, mais Scottie Barnes, c'est sans doute le joueur pour lequel j'ai plus d'affection dans la ligue. Donc, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, parce que j'ai l'impression d'être toujours un petit peu plus sévère envers les joueurs que j'apprécie que ceux pour lesquels j'ai pas forcément d'affection. Mais en tout cas, voilà, j'étais personnellement très déçu sur la saison de Scottie Barnes, notamment offensivement, quoi. Moi, je trouve qu'au début de la saison dernière, je trouvais qu'il y avait un élément qui donnait envie de voir cette équipe. C'était vraiment le duo Quickley-Barrett. Parce que R.J. Barrett finit la saison d'avant à Toronto avec franchement un bel élan. Et notamment une belle efficacité. Il avait réussi à être dans le prolongement de ce qu'il avait fait à New York, c'est-à-dire de commencer à mettre un peu ses shoots dedans. Et tu commençais à te dire, en fait, son dribble est en train de se mettre en place, sa puissance lui permet également de faire des différences sur le drive. Et comme son tir rentre, ça devient une espèce de menace un peu triple niveau qui est intéressante. Alors, il n'y avait pas trop de playmaking avec. Malheureusement, la saison dernière, l'efficacité, elle est un peu retombée. Alors, elle est retombée, mais elle n'est pas si inintéressante que ça. C'est vraiment sur la deuxième partie de saison qu'elle s'est un peu effondrée. Alors que quand ils étaient encore dans un espoir d'être compétitifs, il était intéressant. Et Emmanuel Quickley, ce qui est super frustrant, je ne sais pas ce que tu en penses, on peut peut-être revenir 2 secondes sur la saison d'Emmanuel Quickley. Moi, je la trouve hyper frustrante parce que j'ai trouvé quand il était sur le terrain, il était intéressant. Il y a eu beaucoup de comparaisons entre Quickley j'ai mangé son nom, Thérèse Maxey, pour leur côté, à la fois pour leur physique, aussi pour leur explosivité. Mais je trouve que Emmanuel Quickley, il a un truc intéressant, c'est son playmaking sur le pick, qui pour le coup peut vraiment être mis en valeur. Mais je suis d'accord avec toi, il a un peu du mal à passer un cap sur le volume. C'est-à-dire qu'on a du mal à lui donner des gros volumes. Alors sa blessure n'a pas dû aider. Mais je pense que c'est peut-être ça aussi un des gros changements qu'on aura sur la saison d'après, alors sans tout de suite basculer sur ce qui peut faire passer un cap dans la saison, c'est que Quickley devrait être là un peu plus longtemps et ça met quand même un vrai meneur dans cette équipe, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur la comparaison avec Tyrese Maxey. En plus, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils viennent de la même université. Je crois qu'ils étaient tous les deux à Kentucky. Exactement, ouais. Donc ça rajoute encore un peu de fantaisie, de storytelling autour de leur comparaison. Mais ouais, encore plus d'accord sur toi, t'as dit que t'aimais beaucoup le playmaking de Quickley, davantage peut-être que celui de Maxey. Et moi, je pense que je préfère le joueur Quickley au global devant Maxey. Et je me demande à quel point est-ce que c'est pas lié au fait que on n'a jamais vu Quickley du coup à un tel volume que celui qu'on a vu pour Maxey cette saison, où il avait un peu les shoots ouverts, enfin non les shoots ouverts non, mais le feu ouvert. Il avait le droit de faire un peu ce qu'il voulait dans cette équipe qui était décimée d'Embiid, avec un Paul George qui était un peu en difficulté, etc. Et Philly qui a dû être contraint de tanker. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je pense que Quickley peut atteindre le niveau d'un Tyrese Maxey et déjà peut-être le dépasser. Donc ça en ferait déjà un joueur super valuable pour une équipe comme Toronto. Ouais. Ouais, je trouve que la différence qu'il peut avoir entre lui et Tyrese Maxey, c'est je trouve vraiment que le premier pas de Tyrese Maxey
est un argument qui lui permet de se projeter très très loin, parce qu'il est vraiment tellement explosif sur le premier pas. Je pense qu'on est encore plus loin qu'Emmanuel Quickley. Par contre, il a moins de manipulation de défense, peut-être même un peu moins de qualité de dribble, donc il a vraiment besoin d'un partenaire de pique pour justement que les écarts lui soient créés. C'est ce qui marchait bien la saison d'avant avec Joel Embiid. Là où Quickley, pour le coup, est beaucoup plus autonome en fait, dans la façon dont il va porter les attaques de mi-terrain, notamment parce qu'il cumule à son dribble, qui est peut-être meilleur effectivement que Tyrese Maxey, une qualité de passe et de manipulation de défense qui existe. Là où pour Tyrese Maxey, elle existe pour le coup pas encore. Le troisième joueur dont tu as parlé, c'est Scottie Barnes. Alors moi aussi, j'adore Scottie Barnes. Je suis curieux d'en savoir un peu plus, de voir un peu plus ton avis sur Scottie Barnes. Moi, je trouve que ce qui est difficile avec Scottie Barnes, c'est que tu as beaucoup d'éléments qui sont en train de se poser petit à petit pour avoir un joueur vraiment hyper intéressant et potentiellement assez dominant. Mais tu as l'impression qu'il arrive pas à finaliser sa formation, tu vois. Bah ouais, c'est un peu toujours, comme depuis sa draft, le fantasme du plafond autour de Scottie Barnes. Ouais. On répète souvent que si c'est un joueur qui atteint un peu toutes les promesses dans les différents compartiments du jeu, on aurait un joueur un peu parfait, un mélange peut-être entre un Kawhi et un Giannis si on est vraiment, vraiment très, très optimiste. Mais du coup, sur cette saison, la 24-25 qui vient de s'écouler, on a eu, je trouve, quelques réponses notamment au drive, notamment sur le shoot, qui n'ont pas été très positives, qui ont été même plutôt négatives, dans le sens où on a un Scottie Barnes qui est toujours pas un bon shooter. Et il y a eu quelques petites éclaircies en début de la saison, du coup, encore avant, donc il y a 2 ans à l'heure où on s'enregistre aujourd'hui, où il avait commencé un petit peu sur les chapeaux de roue avec un début de saison autour de la moyenne au shooting extérieur. Et puis après, c'est vite redescendu. Puis voilà, on reste du coup dans des standards qui sont autour de entre 32-33%, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis le drive qui est toujours pas là, et ce qui est vraiment très dommage avec un joueur de sa taille, avec des bras aussi longs que lui. Et puis avec sa capacité à pouvoir sanctionner sur pick and roll, où on a un joueur qui a un excellent passing, et d'excellentes capacités de vision du jeu, et qui serait excellemment compatible avec un jeu sur short roll notamment. Et à ce moment-là, s'il avait la capacité de sanctionner, d'accéder au cercle et de pouvoir être bon sur le passing dans ces cas-là, bah, on aurait déjà eu un meilleur joueur que celui qu'on a aujourd'hui. Mais pour l'instant, on va essayer de rester positif et de croire encore en les quelques chimères que représente le plafond de Scottie Barnes pour la saison prochaine. Le souci qu'on a aujourd'hui avec Scottie Barnes, c'est vraiment sa répartition de tir qui va pas du tout, quoi. C'est un joueur qui tire énormément de mi-distance, qui diminue au fur et à mesure du temps son attaque de cercle, mais on peut peut-être aussi se dire que c'est un joueur qui est vraiment développé par Toronto, que là il vient de passer 3-4 saisons en fait, où ils l'ont beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus mis dans la création, notamment les 2 dernières, pour essayer de voir jusqu'où il peut développer cet aspect-là. Et là maintenant, qui va être avec Ingram, avec Quickley, avec Barrett, ça fait peut-être que j'anticipe un peu les questions qu'on va se poser, mais peut-être qu'on va être dans une utilisation de Scottie Barnes un peu plus raisonnable en fait, peut-être un peu moins créateur en première option, peut-être un espèce de connecteur plus, et là on va peut-être réussir à commencer à avoir quelque chose de super intéressant, quoi, tu vois. Mais bon, peut-être que là j'anticipe un petit peu déjà la partie, qu'est-ce qui pourrait nous faire changer la dynamique, quoi. Ouais, et non, ça répond un peu aux questions aux réponses pardon que j'ai pu voir sur le premier match de pré-saison. Alors loin de moi l'idée de vouloir donner des conclusions sur les matchs de pré-saison, mais en tout cas on avait RJ Barrett, on avait Quickley, on avait Ingram sur le terrain, et il y avait un Barnes qui était quasiment exclusivement utilisé en tant que poseur d'écran. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu par le passé. Et je referme la parenthèse pré-saison, j'ai pas envie d'aller plus loin là-dessus. C'est vraiment pas le but, et j'ai pas envie d'extrapoler là-dessus. Dernier joueur peut-être qu'on peut juste mentionner très rapidement sur la saison dernière, qui va être un fort point d'appui cette saison, c'est le pivot, pour le coup, Jakob Poeltl, qui a montré quand même des qualités. Alors moi, sa défense, je suis peut-être moins fan que la moyenne de ce qu'on peut entendre. Par contre, j'aime vraiment, c'est un vrai très bon poseur d'écran, roller au cercle, qui crée beaucoup notamment d'écart pour les joueurs balle en main. Et dans une équipe qui a beaucoup de créateurs moyens dont on espérerait qu'ils passent le cap de devenir des bons créateurs, bah, être accompagné d'un pivot comme ça, pour le coup, c'est quand même assez intéressant, quoi. Ouais, carrément. Après, il manque peut-être un petit peu de verticalité pour devenir
une vraie menace sur des alley-oops voilà, notamment avec des joueurs qui viennent fixer dans l'axe de la défense, par exemple. Mais en tout cas, c'est un joueur qui aura pas beaucoup de pression, je pense, cette année. Là où tous les regards seront un peu penchés sur le quatuor de créateurs qu'on aura à l'extérieur. Avec Potel, on a un joueur, ouais, moi je le trouve plutôt bon défenseur. Après, j'aimerais beaucoup voir plus de line-up de switch du côté de Toronto avec des Colin Murray-Boyles et Scottie Barnes dans la raquette. Mais bon, ça sera pour un point qu'on abordera un peu plus tard. Et je te propose qu'on y passe. Deuxième partie Let's go. un peu là, de ces éléments-là, c'est qu'est-ce qui pourrait nous changer cette dynamique qu'on a à Toronto. Allez, si on présente rapidement le portrait de Toronto, ce que se dit un peu tout le monde, c'est pourquoi ils dépensent autant d'argent pour une équipe qui ne fait que cumuler des joueurs moyens plus. Bon, quand bien même ils sont dans un contexte d'une conférence qui est quand même très très faible, donc il y a un coup à jouer aussi. Mais donc, selon toi, qu'est-ce qui pourrait changer cette dynamique ? Et l'arrivée d'un nouveau joueur, notamment en la personne de Brandon Ingram, qui vient encore rajouter un peu de poids dans le salary cap. Un nouveau contrat au-dessus des 30 millions avec RJ Barrett, Scottie, et puis le dernier c'est Quickley. Et donc le problème, du coup, c'est pas forcément le joueur qui est Brandon Ingram en lui-même. Ce qu'on entend beaucoup dans les critiques de l'intersaison, c'est vraiment la complémentarité avec les quatre. Et puis, comme tu l'as dit, du coup, la dépense d'argent, alors qu'on n'a pas forcément de tête d'affiche et de joueur principal. Mais on garde quand même un excellent joueur avec Brandon Ingram. Qui est un shooter plutôt efficace à 3 points, surtout sur les saisons où il en prend beaucoup. C'est assez paradoxal, mais j'ai noté une vraie différence. Il y a 3 saisons dans lesquelles il a pris plus de 6 tirs à 3 points par match, et c'est les 3 seuls au-dessus desquels il a 37%. Donc c'est un shooter respectable au-dessus de la moyenne. Donc là-dessus, il va pouvoir apporter un peu de shoot extérieur, un peu de spacing, et puis non, c'est un défenseur qui est très long aussi, pas très puissant, assez léger du haut du corps, mais pour ce qui va être de line-up de switch, un peu ce qui est mon rêve pour certains moments cette saison, ça peut être parfaitement viable. Et puis non, il a un peu de passing aussi, donc un joueur très intéressant. Et après voilà, le problème de la complémentarité qu'on va vite voir. Je sais pas si c'était un peu les mêmes conclusions que moi sur l'arrivée d'Ingram. Je trouve que autour de Brandon Ingram, une question qui se pose de manière un peu continue, c'est jusqu'où c'est un joueur justement autonome offensivement. Parce qu'on voit sur le pick and roll une capacité quand même de création qui est intéressante. Il a un peu toutes les armes pour être intéressant sur le pick. Il a à la fois son tir qui lui permet de punir si jamais on lui laisse un peu trop d'espace. Il n'a pas trop de drive, mais il compense par un mi-distance qui est quand même plutôt intéressant. Et surtout, il a un super passing. Mais il a un super passing qui est un peu à l'image de Scottie Barnes, je trouve, est amputé de beaucoup de déchets. Et moi, ce qui me pose souci, tu vois, avec... en fait, j'ai 2 questions moi, autour de l'arrivée d'Ingram. La première, c'est on intègre un créateur, parce que cette équipe a besoin de création de mi-terrain. Je pense qu'elle a vraiment besoin de création de mi-terrain. On intègre encore un créateur qui est un mec qui est capable de faire des différences et de manipuler de la défense, mais qui a aussi beaucoup de déchets. Et le deuxième élément que je me demande, c'est que tu as donc 4 joueurs, Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram et Scottie Barnes, qui sont des joueurs qui peuvent tous les 4 évoluer sur de la création d'initiation de demi-terrain, mais qui ont un peu tous le même problème, à part Emmanuel Quickley, c'est le déchet. Et en même temps, du coup, tu as envie de te dire, mais celui qui devrait le plus avoir la balle dans ces conditions-là, c'est Emmanuel Quickley pour faciliter les décalages pour ses coéquipiers. Mais en même temps, c'est le statut le moins important, donc dans quelle mesure ils vont accepter de le faire, tu vois. Et ça, je sais pas comment tu vois ce truc-là. Je pense que la solution, ça va être... moi, je vois 2 potentielles solutions. Et déjà, il y a des joueurs qui vont devoir accepter de jouer off-ball. Donc j'ai parlé de Scottie Barnes notamment qui a la taille et la vision pourrait être intéressante sur short roll, et du coup ça peut permettre aussi d'un peu neutraliser son absence de spacing si on l'utilise sur les pics. Mais du coup ça serait malheureusement un peu enterré, je trouve, les promesses qu'on a vues du coup depuis quelques années sur Scottie Barnes, mais il va falloir faire des choix dans tous les cas, et pour ce qui est du talent offensif, en tout cas à l'heure actuelle, la création, comme tu l'as dit, pour les autres et pour soi-même surtout, Scottie Barnes c'est sans doute le moins bon joueur parmi les 4, en tout cas surtout dans la création pour lui-même. Et puis on a RJ Barrett aussi, surtout qui est un poseur d'écran intéressant et qui avait été utilisé beaucoup de la sorte du coup sur la deuxième partie de la saison 23-24, en tout cas sur celle où il était arrivé à Toronto.
Du coup, cette partie du jeu, elle avait été un peu supprimée après l'arrivée de Darko et la saison dernière. On avait voulu le responsabiliser davantage. Il était quasiment à 30% d'usage, donc ce qui est vraiment énorme, un volume de star, quoi. Et donc, il n'a pas forcément été très efficace, mais surtout, on a un petit peu du coup oublié les qualités qu'on avait entrevues off-ball de RJ Barrett. Et je pense que du côté de Darko et du coaching staff, on pourrait un petit peu s'orienter là-dessus, vouloir me sacrifier entre guillemets certaines des stars parce qu'il le faudra bien. Et puis il y a aussi une autre solution qui pourrait arriver, ce serait les trades évidemment, Oui, aussi. euh, parce qu'il y a des très gros contrats et il y a aussi des rookies, des jeunes joueurs qui arrivent, sur lesquels il va falloir faire des choix, que ce soit d'ici 1, 2 ou 3 ans. Et on ne pourra pas du coup garder les 4 joueurs dans tous les cas si un de ces 3 joueurs-là explose. Du coup, parmi les jeunes, je pense à Grady Dick, à Jacoby Walter et à Colin Murray-Boyles notamment, qui sont les plus prometteurs sûrement parmi les joueurs de banc du côté de Toronto. Il y a un autre élément, moi, qui m'interroge, tu vois, sur la saison à venir de Toronto, c'est que c'est une équipe qui est très très longue. Pour le coup, il y a énormément de joueurs avec des grandes envergures, des grands corps, et qui leur permet notamment de multiplier les défenses de stunt, de multiplier aussi les tentatives d'interception, et c'est une équipe qui joue énormément la contre-attaque. Si on a ces constats qui sont faits autour de Reggie Barrett et Scottie Barnes par exemple, de cette problématique de perte de balle, c'est aussi parce que c'est une équipe qui se projette énormément et qui a énormément de déchets en contre-attaque. C'est la 3e équipe qui joue le plus de transition de toute la ligue, mais ils sont 25e à l'efficacité pour le coup. Et donc, je me demande aussi, tu vois, si à un moment donné, il n'y a pas un truc qui peut se débloquer à ce niveau-là. Moi, j'aime bien les préceptes de jeu de cette équipe. Je trouve qu'il y a une forme de cohérence entre le roster et ce qu'ils tentent de faire. Et j'ai l'impression que, une fois de plus, tout ça sera très dépendant des blessures parce que Quickley comme Ingram ont très peu joué l'année dernière, mais qu'Emmanuel Quickley et Brandon Ingram peuvent ajouter beaucoup de liants dans ce fond de jeu qui a déjà été constitué. On va avoir d'autres équipes, je pense notamment dans le 2e épisode qu'on fera sur ce sujet-là, où on a des équipes qui n'ont pas complètement constitué un projet de jeu. Moi, j'ai l'impression que le projet de jeu de Toronto, pour le coup, il est assez clair en fait, et que maintenant, c'est comment j'arrive à mettre des joueurs là-dedans qui l'alimentent. Et dans ce jeu où on tente beaucoup d'interceptions, très agressifs défensivement et beaucoup de contre-attaques, c'est vrai que Emmanuel Quickley et Brandon Ingram doivent être 2 atouts qui permettent de monter ce sujet à de l'efficacité qui est effroyablement bas, quoi, pour le coup. Mm. Et oui, j'avais noté ça aussi, du coup, le manque d'efficacité sur les transitions. Et j'avais un peu l'exemple de quelques joueurs qui pouvaient montrer ça. On a Jamal Sheed, qui est un meneur très rapide, efficace aussi en interception, redoutable défenseur sur le point d'attaque, etc. Mais qui est vraiment très petit et du coup, qui a des difficultés pour terminer sur contre-attaque parce qu'il est facilement contrable pour des joueurs qui arrivent derrière lui. Et puis il y a aussi Scottie Barnes, donc on connaît les difficultés sur drive, dont j'ai déjà parlé précédemment. Et forcément, quand on donne aussi autant de ballons de contre-attaque à des playmakers défensifs pareils que sont Sheed et Barnes, et qui ont des difficultés du coup pour conclure, voilà ce qu'il en ressort. Mais ouais, en tout cas, ça risque d'être corrigé. En tout cas, je l'espère pour Toronto, comme tu l'as dit, avec de meilleurs joueurs dans ce registre que sont Ingram et puis Quickley. En tout cas, je l'espère pour les fans de la franchise canadienne. Mais même quand tu vas chercher un peu loin dans le roster, hein, tu as des joueurs comme Jonathan Mogbo par exemple, qui est un big très long, pour le coup c'est plutôt un poste 4 qui peut porter la balle en contre-attaque, qui est plutôt un bon créateur. Pour le coup, le problème général de cette équipe, c'est l'efficacité. Il y a beaucoup de joueurs qui sont trop en dessous sur l'efficacité. Est-ce que tu voyais d'autres éléments là, où tu te dis, si ça clique, pour le coup, ça peut faire une grosse différence sur la saison à venir? Les 2 principaux points, c'était vraiment du coup le cas de Quickley. Je pense qu'on était d'accord sur le fait que s'il joue vraiment une saison complète et qu'il est au niveau dont on attend de sa part, on aura vraiment des vrais changements et positifs. J'en attends beaucoup de sa part et j'ai beaucoup d'espoir. Et, euh, et du coup aussi les jeunes sur le banc, il y a beaucoup de joueurs très intéressants sur le banc de Toronto et des joueurs avec des profils vraiment très différents, que ce soit du coup Grady Dick qui est un jeune scoreur, surtout extérieur, avec je trouve un driving game plutôt intéressant. Alors il est encore un peu en difficulté, mais bon, il est jeune, il y a du déchet, ça peut être normal. Mais j'espère en tout cas que si ça clique, ça puisse devenir un scoreur, pourquoi pas aux 3 niveaux sur un plus petit volume, qui pourrait vraiment beaucoup aider Toronto. T'as parlé de Jonathan Mogbo.
qui est aussi un athlète vraiment fou, quoi. Ouais. Détente verticale, détente horizontale, très très gros moteur, il est capable de switch, etc. Son plus gros problème, c'est qu'offensivement, il a très peu de façons de scorer. C'est juste un catch and finish, quoi, globalement. Et dans la mesure où on a déjà assez de problèmes pour ce qui est du scoring extérieur du côté de Toronto, son utilisation peut être limitée. Mais c'est un joueur vraiment intéressant. Et puis mon premier coup de cœur de la saison dernière, ça avait été Jamal Sheed. J'avais écrit un article assez rapidement au bout de 3 matchs, je crois, dans la saison, parce que du coup on a un peu le prototype des joueurs qu'aiment bien les fans. C'est un petit meneur qui se donne à fond sur le terrain, formidable sur la défense du point d'attaque avec des appuis ultra rapides et avec les mains qui traînent toujours. Et puis offensivement, il va jamais avoir le ballon de trop. C'est un peu un meneur pass first avec quelques petits problèmes de shoot et assez rapide. Ça, c'est du séduisant, mais ça marche plus trop dans la NBA d'aujourd'hui. Mais ça reste un joueur frisson et un joueur que les fans apprécient. Et puis, si tout ça clique, j'ai envie d'y croire. Et puis, il y a aussi le cas Colin Murray-Boyles. Je sais pas si tu t'es penché un peu sur le sujet, mais j'ai l'impression que tout le Twitter français est un peu amoureux de ce mec-là. On Je sais pas fait, ce que on t'en fait penses. un petit coucou à Jasper qui en avait parlé chez nous dès janvier, qui est son chouchou depuis 2 ans. Effectivement. Et je pense que Colin Murray-Boyles, alors pour ceux qui n'ont pas totalement en tête son profil, je sais pas comment on peut le décrire. Jasper avait dit c'est Draymond Green avec du scoring. Mais bon, Ouais. Jasper était vraiment Enfin, très très amoureux. ouais. Le Pour le- scoring, je sais pas. J'ai Ouais, l'impression qu'on est je suis encore d'accord. un petit peu douteux là-dessus, surtout il a pas de shoot pour l'instant. Mais ouais, en tout cas, c'est les dimensions de Draymond Green. Il a un peu de passing, alors pas au niveau de Draymond Green parce que voilà, on est sur un des plus grands dans son registre, voilà. Mais ouais, profil très intéressant qui est Colin Murray-Boyles, capable de switch, etc. Ouais. Je trouve que Donc voilà. globalement, quand on regarde l'effectif de Toronto, l'été de Toronto et comment avance cette équipe, en fait, on sous-estime la cohérence globale de ce qui est fait. Alors, effectivement, il y a l'élément budgétaire qui est complètement déconnant. Mais en fait, si tu regardes un peu le style de jeu qu'ils essayent d'avoir, le personnel qu'ils ont récupéré, tu comprends ce qu'ils essayent de faire. Faut quand même avoir en tête que cette équipe l'année dernière a eu des énormes problèmes de blessures. Donc, la progression, s'il n'y a pas de blessure, elle devrait se faire de façon assez naturelle. La vraie question, c'est qu'est-ce que serait une année réussie justement pour Toronto et qu'est-ce qu'on attend d'eux? Alors justement, toi qui as préparé un peu cette équipe, pour toi, ça serait quoi une année réussie de Toronto et qu'est-ce que tu attends d'eux? Bah, si on doit commencer par parler de chiffres, déjà de résultats assez concrets, je pense qu'une participation en playoff, c'est un peu une condition sine qua non. Je sais pas ce que t'en penses, toi, au premier abord. Ah bah il n'y a pas de doute, une équipe qui dépense autant Ouais. d'argent, il faut que ça fasse les playoffs, ouais. Ouais, non, c'est sûr. On Ouais, et rappelle, hein, puis, on est je regarde en même temps leur cap space, enfin leur total cap, c'est là, tac, 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 17e équipe, non, en dépenses, ils sont pas non plus si haut que ça, mais bon, ils sont quand même moi, mais 17e, quoi. ils doivent déjà avoir 130 millions qui est pris par le top 4, et puis Exactement, Potel qui doit ouais, être à 20 et des brouettes. Donc exactement. voilà, mais ouais, je dirais des playoffs obligatoires. Et puis après, pour ce qui est du contexte, et il faut je pense qu'il y ait une hiérarchie un peu plus claire qui se soit installée, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir, encore une fois, on en revient toujours à ce cap space et aux dépenses qui ont été faites. On peut pas se permettre de recommencer une nouvelle année sans savoir qui est vraiment la figure de ton équipe, à qui tu dois donner le plus de ballons, qui doit être intouchable, etc. Parce qu'il y aura forcément des rumeurs de trade au bout d'un moment, parce que les 4 joueurs qui prennent le plus de place sont des joueurs intéressants, même Potel aussi, pourrait renforcer pas mal d'équipes dans la ligue. Et j'ai envie de voir une vraie explosion d'un joueur un petit peu plus méconnu, sans même parler des hauts choix de draft que peuvent être Colin Murray-Boyles ou Grady Dick. Je pense du coup à des Jonathan Mogbo, à des Jamal Sheed ou même du coup à des Jacoby Walter, Jamison Battle, voilà c'est ça, ouais. Jacoby Walter aussi, qui est le rookie de l'année dernière, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu, qui a connu des problèmes de blessure. Et je pense que ça peut vraiment rajouter un élan positif dans l'effectif. Surtout que pour la plupart, ils peuvent rajouter du shooting extérieur et Toronto en aura besoin. Je pense que c'est une équipe qui, vu son roster, si tout clique bien, peut aller chercher une 7e, 6e place parce qu'on est dans une conférence Est qui est assez faible. Mais ça, Mm. c'est vraiment le scénario à maxima, tu vois, où ils arrivent à aller taper les Ouais, 44, ouais. 45 victoires. Je trouve que ce qui serait cohérent, par contre, c'est qu'ils sortent, ils ont commencé à être dans le train, tu sais, des Nets,
pas non plus des Nets, Hornets, Wizards. Enfin, ils ont beaucoup plus de victoires que les Hornets et les Wizards, mais en vrai, c'est un peu le même train, quoi. Des équipes qui sont assez bas. Et alors, sauf que eux, en plus, ils font le choix de pas tanker, donc ils gagnent un peu de matchs, mais ils sont là-dedans. Il faudrait quand même qu'à minima, ils arrivent à rejoindre le spectre des équipes un peu comme Miami et Chicago, qui se battent pour le play-in, ce qui permettrait de redonner de la valeur un petit peu à leurs joueurs et d'éventuellement voir s'ils doivent trade ou pas. Moi, je trouve que ce qui serait intéressant dans la saison qui va se passer, c'est de savoir de manière un peu définitive quel est au moins que eux sachent quel est le niveau qu'on doit attendre de Scottie Barnes pour savoir s'ils continuent le projet autour de lui ou ils se font un peu un reset. On a vu, Xavier Magiri a mis énormément de temps, par exemple avec Siakam, à trader ses joueurs. Il aime bien aller jusqu'au bout du bout. C'est quelque chose que Jérém, par exemple, chez nous reproche beaucoup, c'est qu'il aimerait bien le voir faire péter ses effectifs un peu plus tôt pour profiter de la valeur marchande. Tu vois, je pense que le scénario reste entendable, c'est ils montent plutôt niveau play-in, ça donne de la valeur à leurs joueurs, ce qui leur permet derrière d'aller trade un peu et d'aller retrade. Mais il y a peut-être aussi un scénario où finalement, le fait qu'il y ait Ingram qui rajoute du playmaking, que Quickley soit là plus souvent, leur permet de faire cliquer leur jeu de contre-attaque, que ça vienne une top équipe de contre-attaque, parce qu'ils ont beaucoup d'arguments pour être une top équipe de contre-attaque. Et alors là, peut-être que tu peux aller chercher, tu peux aller chercher top 6, le bout du top 6 dans une conférence assez faible, quoi. Ouais. Le top 6, ça me semble vraiment être le maximum, le plafond de cette équipe. J'aurais du mal à l'avoir plus haut que la 6e place. Parce qu'il y a Je suis déjà d'accord les avec toi. Knicks, il y a Cleveland, ouais, les Bucks, les Sixers aussi. Je pense qu'il y a encore trop d'interrogations. Mais ouais, la 7e, la 8e place, ça peut être totalement ce qui doit être visé, une saison réussie pour eux. Et puis pour les trades, je pense que ça pourra du coup arriver plus vite parce que maintenant que Masai Ujiri est parti cet été, juste après le trade de Colin, enfin non, l'arrivée de Colin Murray-Boyles, j'imagine et j'espère pour les fans de Toronto que ça bougera plus vite. Parce que ouais, c'est vrai que ça a été très très long le démantèlement et la fin de l'ère post-titre de 2019 qui a duré vraiment 3-4 ans peut-être et bien 2 ans de trop. Donc voilà, je pense qu'on peut se terminer et conclure Toronto, sur le cas Toronto en restant d'accord sur une 7e, 8e place et On est voilà. OK. Je te propose, Enzo, qu'on passe à notre deuxième équipe. Du coup, c'est moi qui m'en charge. On s'est dit Let's qu'on go. allait vous parler du Orlando Magic, qui l'année dernière a fait, rappelez-vous, le play-in, hein, qui a fait 7e pour arriver jusque-là, mais avec une saison affreusement tronquée par les blessures. On va faire un peu la même chose qu'on a fait pour Toronto, un peu le récap de l'année dernière rapidement, et vite se poser les questions, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions à se poser autour d'Orlando sur ce qui pourrait leur permettre de faire une bonne saison. Je vais essayer de ne pas être trop long dans le rappel de la saison dernière, mais globalement, c'est une équipe qui était dans le prolongement de ce qu'elle avait fait la saison d'avant, très orientée sur la défense. On viendra dessus, à mon sens, trop orientée sur la défense. C'est une équipe qui avait la 2e défense de la NBA, mais par contre la 26e attaque, dans une attaque qui est largement amputée par les choix du coach qui sont toujours fait dans le même sens, c'est rajouter des défenseurs. Il a un peu il est complètement contre le fait de mettre des créateurs dans cette équipe et ça se ressent en fait sur leur attaque. Il manque énormément de création de mi-terrain. Et donc, on s'est retrouvé en plus de ça avec une équipe qui n'avait pas son meneur de jeu qui était Jalen Suggs, même si c'est pas le plus grand créateur du monde, qui vient renforcer ce point fort qu'ils ont déjà avec la défense, qui a très peu joué la saison dernière. Et les deux stars autour, je pense, on leur demande de faire des choses qui, dans un cas, sortent de ce qu'on devrait leur demander, et dans l'autre, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Je pense que dans le cas de Banchero, on est sur un profil de créateur qui est assez carencé, parce qu'il y a pas mal de déchets dans le playmaking, et que Banchero, c'est un joueur qui aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés par son playmaking. Moi, je trouve que son playmaking, il est plus issu d'un énorme volume de jeu que de vraiment une envie de faire la passe. Il a des bonnes lectures, ça c'est une certitude, mais c'est un peu... Banchero, ça reste quand même un peu un cimetière à ballon, quoi. Quand tu lui donnes la balle, avant de la revoir, il va se passer un petit moment, et il va surtout beaucoup créer pour lui, en réalité, et on reviendra dessus, mais je trouve qu'il faut quand même se poser la question de son utilisation à Paolo Banchero. Et le deuxième joueur qui a on va dire, été mis en avant par l'absence de Suggs, qui est un joueur, moi, que je trouve pour le coup assez fabuleux, c'est Franz Wagner, mais qui est dans une vraie problématique de shoot depuis 2 ans, qui fait que tu as l'impression que tout se met en place. En plus, physiquement, il s'est étoffé de manière assez impressionnante. Il a une vraie puissance qui l'aide dans ses accès au cercle, alors qu'il est défendu assez bas par son manque de tir. Et tu commences à te dire, bon, je pense que Wagner, si son tir revient comme il y a 2 saisons, normalement, on devrait être sur un joueur intéressant, mais pour l'instant, on n'en est pas.
Tant et si bien qu'on est sur une équipe en fait qui, en plus de ça, a un spacing qui est un peu maladroit, qui tire beaucoup à 3 points, mais qui n'est pas très efficace, qui a des profils un peu bourrins, donc une dream frequency qui devrait être assez haute, elle est quand même 12e. Mais comme ils ont peu de création, bah finalement, ils ont beaucoup de leur création qui devrait les amener au cercle, qui se retrouvent avec des longues distances. C'est la 9e équipe qui tire le plus de longues distances. Donc on est face à une équipe, et je suis curieux d'avoir ton avis. Une très bonne défense. Moi, je suis pas persuadé qu'il y a besoin d'avoir une défense aussi bonne d'ailleurs. Une très bonne défense, mais une attaque totalement amputée. Comment t'as senti, toi, leur saison dernière? J'ai pas mal regardé Orlando, surtout durant la première blessure, enfin la grosse blessure en tout cas de Banchero. Blessure Parce aux que abdos, comme ouais. toi, j'ai beaucoup d'affection envers Franz Wagner, qui est un joueur que j'apprécie et dont j'aime beaucoup le développement. Et, euh, et je me suis aussi refait un peu la série cet été de playoff face à Boston. Et mon changement, enfin ma vision de Banchero, elle a un petit peu évolué après ça, où je te rejoins sur le passing de Banchero. J'ai l'impression que c'est un peu plus un passing qui est relié aux différences qu'il fait, notamment grâce à son scoring, où il n'y a pas forcément de création qui est faite en premier rideau, juste voilà, par sa vision de jeu et la menace de passing qu'il a au premier abord. C'est plutôt une réaction suite au décalage qui sont faits et à ses pénétrations notamment. Et là-dessus, je le trouve assez complémentaire avec Franz Wagner. Là où lui est plutôt un passeur un peu classique, un peu dans le sens meneur du terme, j'ai envie de dire, où il a un éventail de passes assez large. J'aime bien les passes, il peut faire des passes un peu plus cachées, trouver des angles un peu plus sympas, un peu, alors sans toute proportion gardée, un peu à la Luka, où il a un bras vraiment intéressant pour faire des passes, et je les trouve assez complémentaires là-dedans. Et c'est juste vraiment super dommage qu'on les ait pas vus ensemble vraiment très bons en même temps, où j'ai trouvé que j'ai jamais vraiment retrouvé le Franz Wagner de la période un peu fin d'automne dernier, en playoff ou sur la fin de saison. Et après, comme tu l'as dit, le contexte n'aide pas, etc., etc. Et pour Banchero, on a envie de le voir un peu plus changer dans sa sélection de tir, dont on parle souvent dans la sphère NBA, parce qu'il a une sélection de tir qui est dommageable, le tout dans un spacing en difficulté. Et donc j'ai pas forcément envie de tirer de conclusions sur les deux stars, parce qu'il y a le manque de spacing, parce qu'il y a un effectif offensif qui est vraiment très restreint. Et puis comme tu l'as dit, hein, il y a un coach qui privilégie la défense, donc ça aide pas à développer des jeunes porteurs de balles qui ont besoin de confiance, qui ont besoin de temps et d'un système de jeu qui leur est plus favorable. Ouais, je trouve que tu vois, t'as deux secteurs dans lesquels. Parce qu'effectivement, t'as ce secteur-là sur les ailes où finalement ils se sont assez stabilisés autour de Banchero et de Wagner et puis d'un peu d'Isaac derrière quand il n'est pas blessé. Et globalement, ils ont trouvé leur identité, tu vois, je trouve, sur le côté vraiment sur les ailes. Mais ils ont encore besoin de soit construire, soit de bouger la construction de leur secteur intérieur et de leur secteur arrière. Alors justement, pour bouger la construction de leur secteur arrière, ils ont quand même ramené un joueur qui est super intéressant, c'est Desmond Bane, qui est quand même peut-être le plus gros trade de l'été. J'ai pas tous les trades en tête de l'été, il y a peut-être celui de Porzi aussi qui est important, mais moi je trouve que le trade de Desmond Bane est vraiment Et intéressant. il y a un petit ailier du côté de Houston qui a été pas mal aussi, ouais. Non mais lui j'en parle jamais. Lui, sache que tu t'apprendras que je ne parle jamais de cet homme. Je l'avais oublié, tu vois, t'as qu'à voir. Effectivement, oui, alors effectivement il y a Kevin Durant. Après, est-ce qu'aujourd'hui Kevin Durant est un meilleur joueur que Desmond Bane? Moi je trouve que ça fait partie des questions qui peuvent se poser parce que Desmond Bane il a un truc intéressant qu'il apporte, c'est une vraie création demi-terrain et je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même ce qui manque majoritairement à Orlando. Donc là on passe un peu sur l'aspect des questions sur le jeu, mais l'année dernière ce qu'on a beaucoup vu à Memphis, c'est après une ou deux années où Ja Morant a peu été sur le terrain, Desmond Bane a développé de la création sur le pic et de la création demi-terrain. Et ce qu'on a vu l'année dernière à Memphis, c'est qu'en fait, Ja Morant était très responsabilisé sur le jeu de transition, mais que sur demi-terrain, finalement, le meneur, c'était presque Desmond Bane, pour le coup. Et je pense que c'est exactement ce dont cette équipe a besoin autour de Jalen Suggs, de Wagner et de Paolo Banchero. C'est un shooter qui apporte du scoring et qui apporte du spacing, mais qui d'ailleurs peut aussi apporter du spacing quand il n'y en a pas, c'est-à-dire, tu sais, un peu à la Steph Curry, parce qu'il peut sortir des écrans, créer de la gravité, mais au-delà de ça, surtout, c'est un mec qui peut créer demi-terrain, ce qui devrait enlever un peu de pression sur Wagner et Banchero. La vraie question que je me pose, et que je te pose d'ailleurs, c'est dans quelle mesure, vu les statuts de cette équipe,
ils vont accepter de reproduire ce qu'on a vu avec Desmond Bane à Memphis. C'est-à-dire, est-ce que vraiment... Parce qu'en fait, moi je trouve que le vrai risque qu'on a autour de ça, c'est de voir Wagner diminuer son utilisation, que Banchero elle bouge pas vraiment, parce que c'est le joueur central de cette équipe, et que Desmond Bane récupère un peu ce que fait Wagner et un peu ce que fait Suggs. Or, je pense que cette équipe aurait tout à gagner à ce que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que Desmond Bane récupère un peu plus ce qu'il y a chez Banchero, que Wagner garde ce qu'il a, et qu'on utilise Banchero un peu plus comme un vrai intérieur, où je pense que là, pour le coup, par sa puissance, sa qualité au scoring près du cercle, il peut être vraiment plus que très intéressant, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ai envie de dire, moi, je prends un peu toutes les solutions qui existent et qu'il existera du côté d'Orlando quant aux responsabilités que prendra Desmond Bane. S'il faut qu'il en prenne à un tel ou un tel, j'ai un peu envie de dire que je suis preneur de tout. Parce que voilà, on a que des créateurs inefficaces pour eux et pour les autres pour le moment. Et Jalen Suggs, j'ai pas envie qu'il revienne avec un gros volume sur cette saison-là. Il a très peu joué la saison dernière. Je crois qu'il a joué 30 matchs, quelque chose comme ça. Et ça peut être un super complément, un bon connecteur si le shoot revient, etc. Mais j'ai pas forcément envie qu'on ait envie du côté du front office d'Orlando de se dire que avec Jalen Stones on a encore un joueur offensif à vraiment développer et à qui en faire confiance. Désormais avec l'arrivée de Desmond Bane sur la traction arrière on va dire d'Orlando, le choix il est vite fait pour les qualités offensives. Et puis carrément d'accord avec toi sur le côté Banchero doit être un peu plus un intérieur. J'ai l'un de mes aspects préférés du jeu en NBA aujourd'hui et comme par le passé d'ailleurs, c'est vraiment le jeu sur post-up. Et Banchero, ça serait vraiment un joueur absolument formidable sur post-up, pardon. Et j'ai envie que Jamal Mosley nous écoute là maintenant et qu'il l'utilise vraiment le plus possible parce que il a la puissance, il a le passing, il a la menace de faute, etc. Il est très bon pour aller chercher des fautes. Il est très grand, très gros, il peut attaquer n'importe quel mismatch. Et puis avec la présence d'un shooter et d'un excellent passeur comme Desmond Bane, si on le met à une passe près par exemple, et on ne pourra pas forcément venir aider du coup via le mec, le stunt juste à côté. Il faudra venir d'aider d'un autre endroit et à ce moment-là, le passing pourra faire la différence. Donc on a envie pareil aussi de voir ça. Et puis pour Franz Wagner, là pareil, ça me dérangerait pas en tout cas qu'il ait un peu moins de responsabilité. Là, il en avait quand même beaucoup. Vraiment Desmond Bane, voilà, comme tu l'as compris, sûrement très client de son arrivée. Et voilà, on a hâte de le voir sur le terrain et résoudre un peu pas mal de problèmes qu'il y avait Orlando depuis quelques années. Je trouve que ce qu'on avait vu chez Banchero, moi j'avais beaucoup aimé l'utilisation de Banchero avec Team USA. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre de cette utilisation-là. Il jouait poste 5 en fait avec Team USA. Et pour le coup, il était vraiment intéressant parce qu'il a un combo. Il n'est pas très grand, mais il est tellement puissant qu'il peut quand même tenir face à pas mal de pivots. Alors je dis pas qu'il faut le faire jouer poste 5 ou peut-être juste sur certaines séquences. Mais par contre, ça l'ancre vraiment dans ce jeu de profiter des décalages. Tu sais, il fait partie de ces joueurs, un peu comme l'était Carmelo Anthony, même s'il est infiniment moins fin que Carmelo Anthony dans l'attaque, qui, lorsqu'ils peuvent profiter de décalage, pour le coup, ils sont tellement doués, ils ont tellement d'options, il a quand même beaucoup de puissance pour driver, il a quand même du shoot. On a vu, tu parlais de la série contre Boston, de quelques matchs où beaucoup plus utilisé dans un rôle de catch and shooter, il était hyper intéressant. Et donc effectivement, moi j'aimerais beaucoup le voir là-dedans. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce que l'utilisation aujourd'hui de Banchero, elle est de la faute de Mosley ou pas? Je pense qu'il a quand même une identité de jeu, Paolo Banchero, qui est plutôt une identité de jeu de créateur. C'est un peu ce qu'il était à Duke. De mémoire, il est rentré en NBA comme ça. Je pense qu'ils l'ont un peu incité à être comme ça. Et je sais pas dans quelle mesure tu peux vraiment faire un retour en arrière. Je crois pas trop que tu vois que les coachs ont la capacité de prendre une jauge, de la mettre tout à droite ou tout à gauche, un peu à leur volonté. Je pense que tu fais aussi beaucoup avec l'identité propre du joueur. Et du coup, moi, je me pose un peu la question de cette identité qu'il y a autour de Paolo Banchero, quoi, tu vois. Je sais pas comment tu le sens, toi, d'ailleurs, Banchero, toi, là-dessus. En tout cas, j'espère que son identité, ce sera pas de prendre beaucoup trop de pull-up à mi-distance toute sa carrière, sinon ça risque de poser problème autant pour lui que pour son équipe. Et il va falloir qu'il change là-dessus, que ce soit du coup par une réflexion qu'il a avec son entourage à lui ou par une volonté du coaching staff. On a vu récemment des joueurs évoluer positivement dans ce sens-là. Je pense à Tyler Herro la saison dernière.
qui avait eu par le passé des régimes de tir un peu plus douteux, un peu moins analytics friendly, on va dire, et, alors que c'était un excellent shooter, bien meilleur que ce que peut être Banchero encore aujourd'hui. Ou Anthony Edwards, hein, Et qui a fait une courbe assez mm, intéressante, hein, très peu efficace au début, qu'il est devenu. Et on a vu l'année dernière qu'il a complètement changé sa carte de tir c'est et ça. beaucoup plus de 3 points. Mais bon, après, on en a peu vu des changements comme ça, mais on en voit dernièrement. C'est vrai on en voit dernièrement, ouais. Ouais, donc toi, tu vois ça sur Banchero. Moi, il y a un autre élément qui va m'intéresser dans cette saison et qui est lié pour le coup à Jamal Mosley. C'est dans quelle mesure Jamal Mosley est convaincu de son orientation full défense. Parce que je pense que les solutions offensives qu'a Orlando, elles peuvent naître effectivement des choix autour des stars, mais je pense qu'elles peuvent aussi beaucoup naître et elles doivent beaucoup naître des solutions autour des joueurs de rotation en fait. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ces choix sur les joueurs de rotation sont toujours très orientés sur la défense et j'aimerais bien qu'il lâche un petit peu cette envie-là. Le seul en fait qui était orienté à attaque, c'était Cole Anthony, tu vois, qui mettait sur le terrain mais qui n'était pas très efficace. T'as l'impression parfois que même c'était une façon pour lui, tu vois, de valider sa vision du truc. Mais tu vois, par exemple, je pense à un joueur comme Trevlin Quinn qui l'a pas mal fait jouer, que moi j'adore, hein, je trouve que c'est un super défenseur, mais qui t'ampute ton attaque complètement. J'aimerais bien aussi qu'il fasse un ou deux trades, tu vois, pour ramener un peu des vrais offensifs sur le banc. Parce que je suis pas sûr qu'ils ont besoin de monter cette défense encore plus haut. Elle est déjà très haut alors qu'elle n'a pas vraiment de protecteur de cercle. Euh, Soit elle va commencer à se poser la question de jusqu'où tu vas avec Mosley et son identité, soit il faut que Mosley bouge un peu son identité pour renforcer un peu cette attaque, parce que là on est trop loin, je trouve, dans le projet def, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quelques solutions chez des jeunes joueurs qu'on peut espérer voir du côté d'Orlando. Je pense à deux shooters qui sont arrivés du coup cette année et sur la draft de l'année dernière, il me semble. C'est Jet Howard et on a aussi le petit Richardson qui est arrivé cette année. Pour le prénom, je sais plus parce que je confonds toujours avec un milieu de terrain, je crois qui joue à la FIO au foot qui s'appelle Richardson. Du coup, je vais pas écorcher le prénom. Qui s'appelle Amir Richardson, effectivement, qui n'a rien à voir, que t'as un très bon milieu défensif, mais ça n'a rien à voir, ouais. Ouais, du coup, c'est Amir et c'est Jason, Ouais, le joueur d'Orlando. exactement, Ok, ouais. donc, du coup, je parlais bien de Jason Richardson. Et qui sont vraiment pour eux, pour le coup, des excellents shooters. Et du coup, Jet Howard a vu trop peu de temps de jeu l'année dernière sur l'autel aussi de la défense. Jason Richardson, pour lui, pour le coup, a vraiment des gros compromis défensifs. On verra bien s'il décide de l'utiliser ou pas. Et j'espère en tout cas que ça pourra aider Orlando à rajouter un peu de spacing, d'avoir deux joueurs qui pourraient être déjà peut-être leur meilleur shooter dès la saison prochaine. Parce que quand on regarde encore l'effectif cette année, on sait, comme tu l'as dit, que c'était la pire équipe de la ligue sur le shoot extérieur. Et ben là, quand on regarde, on n'a pas forcément beaucoup d'amélioration. On a Desmond Bain, certes, mais aussi KCP qui est parti. Euh, donc ça, on a un petit peu un step-up, mais il faut quand même beaucoup step-up pour arriver arriver à la moyenne. On a peut-être un espoir là-dessus, c'est Franz Wagner qui a changé son shoot et sa mécanique durant l'été. Il a été plutôt performant là-dessus durant l'Eurobasket, donc on espère pour eux que voilà, que ça va changer. Et d'ailleurs, Mais on a quand même vu en complément que sur la deuxième partie de saison où KCP était plutôt adroit, l'attaque commençait à cliquer. Il y a quand même un enjeu sur cette équipe, peut-être, qui est de se dire que en fait, juste un. Enfin, parfois on se dit aussi que Mosley il est pas très loin du compte, quoi. Et que en fait, tu rajoutes un shooter ou deux, le spacing se rééquilibre et tout fonctionne un petit peu mieux. Effectivement, l'arrivée de Desmond Bain doit quand même régler pas mal de soucis. C'est bien Jace Richardson, c'est pas Jason, c'est Jace Richardson ok. qui est arrivé pour être tout à fait exact. Mais effectivement, moi je pense que cette équipe, elle doit, tu vois, pour qu'on bascule sur un peu la projection, c'est une équipe qui doit viser le top 3 de la conférence Est. Parce qu'en fait, t'as naturellement un top 2 qui se dessine, et encore, hein, t'as surtout un top 1 qui se dessine, c'est Cleveland. Mais derrière, il y a les Knicks qui apparaissent. Les Sixers sortent d'une. Enfin, après, tu vas avoir un espèce de pool autour des Sixers, des Bucks et d'Orlando. Et Détroit, peut-être aussi, dont on parlera peut-être après. Et je trouve que Orlando, aujourd'hui, n'a pas trop de. Vu l'argent dépensé, vu surtout le moment où ils en sont dans leur projet, c'est-à-dire que Franz Wagner et Banchero sont maintenant des joueurs matures, ils doivent viser ce top 3 dans cette conférence Est, voire même d'aller titiller un peu Cleveland et les Knicks. Ça, c'est ce qu'ils doivent viser.
Moi, je suis pas convaincu qu'ils en soient capables. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ils n'en sont pas totalement capables. Je l'ai beaucoup évoqué à cause des choix de Mosley. Et j'aimerais bien qu'à la fin de la saison, on puisse arriver à une décision autour de Mosley. Soit il a réussi à les titiller ce top 2, prendre le top 3, et en fait, on se dit, bon, bah, son projet, il manquait peut-être juste 1 ou 2 ajustements sur le spacing pour que ça fonctionne, et en fait, on peut aller plus loin. Soit, en fait, non, il est bloqué dans son truc, son système de jeu fonctionne pas, et auquel cas, il faut bouger, quoi. Je serais moins optimiste que toi sur l'avenir de la saison d'Orlando. Je pense que si je dois mettre ma fourchette très haute, je la mettrais vraiment à alors la troisième place, mais ce serait vraiment un scénario idéal. Je verrais vraiment encore les Bucks ou surtout les Sixers devant encore. Ok. Je mettrais un peu Orlando au même niveau que Détroit, par exemple. Pas forcément en termes de nom qu'il y a sur la feuille de match, on va dire, parce que on a un collectif qui est sur le papier intrinsèquement semble meilleur du côté d'Orlando. Mais voilà, avec toutes les questions qu'on s'est posées juste auparavant sur Jamal Mosley, il va falloir que ça clique, comme tu l'as dit. Et je pense qu'on en est encore un petit peu trop loin pour avoir un effectif qui tire de son plein potentiel. Et à ce moment-là, si tout clique, pourquoi pas aller chercher une troisième place et passer un tour de playoff, mais ça me semble un petit peu trop présomptueux pour l'année prochaine, malgré la faiblesse de la conférence Est. Donc tu les vois plutôt, toi, rester autour de entre 6 et 4, quoi. C'est plutôt ça, toi, ta projection. Eux qui avaient fait, on rappelle, hein, sur leur dernière saison au complet, ils avaient fait 47-35, ils avaient fait 5e il y a 2 saisons, mais toi, tu les estimes plutôt autour de ça, quoi. Ouais, je les mettrais plutôt dans un troisième tiers. Si je dois faire mes tiers, j'aurais vraiment New York, Cleveland, ensuite Bucks, Sixers, si Giannis veut bien rester du côté du Wisconsin. Et puis après, plutôt un trio avec Détroit, Orlando et Atlanta. Là où D'accord. du coup, si j'ai bien compris, toi, tu aurais plutôt un trio dans un deuxième tiers avec les Bucks et les Sixers, c'est ça? Non, je mettrai pas les Sixers. Les Sixers, j'ai trop d'incertitudes. Alors moi, ça fait un moment Ok. que je l'évoque, mais je pense que moi, je l'évoque depuis à peu près les playoffs d'il y a 1 an et demi, mais je pense que le physique de Joel Embiid a totalement lâché et qu'il y a Ouais, quelque chose ouais, qui est terminé autour de Embiid et que dans ce contexte-là, les Sixers, je vois pas trop comment ils peuvent construire leur saison. Et je pense que Milwaukee, aujourd'hui, il y a énormément de problèmes à Milwaukee sur la ligne arrière est catastrophique. Alors, ils ont un super binôme autour duquel construire avec Miles Turner et Giannis. Mais enfin, autour, c'est quand même la catastrophada, quoi. Donc, c'est pour ça que tu vois, j'attends plus d'eux. Ils doivent avoir plus de certitude que ces deux équipes-là qui sont dans une période presque de transition. Eux, ils sont pas du tout dans une période de transition. Eux, ils sont dans une période d'affirmation de leur projet. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent, selon moi, espérer ça. Et qu'à la fin de cette saison-là, tu dois faire le bilan. Si tu n'y es pas arrivé, alors c'est que, à minima, tu dois bouger le coach, quoi. Parce que, là, on est quand même face à un des plus beaux, notamment un des plus beaux starting five de la ligue, hein, quand même, je trouve, côté Orlando, au moins de la conférence Est, en tout cas, et des plus complets, quoi. Mais ok, on verra ce que ça donne. Et puis, je te propose, du coup, qu'on passe à notre dernière équipe, que je crois que tu connais pas si mal. Ouais, plutôt, ouais, c'est ma franchise. La franchise que je supporte et pour laquelle j'ai subi de nombreux matchs durant les dernières années. Heureusement, il y a eu un éclair de génie avec l'arrivée de JB Bickerstaff et de Malik Beasley la saison dernière. Et qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'un éclair Ouais, génie viendrait avec la sélection de Biggerstaff, quoi. voilà. Et d'un mec qui doit 20 000 euros à son barbeur. Mais écoute, ça a marché. Tant mieux pour les fans de Détroit. Attends, avant que Et tu démarres quand même, juste une petite ellipse pour... Enfin, qui aurait pu prédire que Biggerstaff proposerait ce style de jeu-là quand tu sors des saisons qu'il a fait avec Cleveland? Je crois que c'est franchement un des... Ça montre aussi, je trouve, à quel point c'est compliqué de juger les coachs. Ils dépendent tellement de Mm. coaching staff, du general manager, parce qu'on est quand même passé d'un jeu dégueulasse en attaque à une des attaques les plus créatives demi-terrain de la ligue. Enfin bref, je te laisse en parler, mais moi je trouve que c'est une histoire assez improbable en fait, Biggerstaff à Détroit, quoi, ce qui s'est passé l'année dernière. Mais je te laisse en parler. Bah, c'est un petit peu à l'inverse de ce qui s'était passé du coup en 23-24 avec un Monty Williams qui arrive avec la réputation d'avoir très bien fait tourner les Suns pendant 2, 3, 4 ans, je sais plus, mais ouais, 2, 3 ans quoi. Et qui arrivait avec cette étiquette-là, pardon, celle aussi du coach le mieux payé de la ligue. Et puis ça s'était passé d'une manière catastrophique avec plein de mauvais choix, des relations avec les joueurs qui étaient entérinées dès le mois de janvier, etc. Donc là, voilà, un renouveau complet qui a été fait du côté de Détroit avec l'arrivée de Bickerstaff, etc. Une saison qui a permis de faire rêver les fans un petit peu, très positive.
avec un bilan en 44-38, il me semble. Une excellente série de playoffs face aux Knicks, où franchement l'équipe a été pas loin de lutter jusqu'à un match 7. Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc vraiment très, très positive. Mais si on doit aller chercher des points d'amélioration et voilà, espérer que Détroit aille pourquoi pas titiller du coup cette fameuse troisième place derrière les deux leaders qu'on a identifiés pour la saison prochaine, que seraient les New York Knicks et les Cleveland Cavaliers. J'ai un peu l'impression que tout tourne autour des joueurs qui sont autour de Cade Cunningham. Parce que le joueur Cade Cunningham est vraiment la figure de proue, ultra centrale, joueur très héliocentrique de cette équipe de Détroit. Et Détroit va avoir besoin d'un meilleur, de meilleurs accompagnants offensifs autour de lui, parce que du coup sur les playoffs derniers, on avait Dennis Schroeder qui est parti, Malik Beasley qui est du coup en instance en attente d'un jugement, en attente de prison. voilà, de prison, en attente vraiment Bon bref, il doit avoir amélioration de Barber, c'est ce que je répète à chaque fois, mais moi ça me sort pas de la tête depuis que j'ai lu cette information. Et puis voilà, pour le reste c'était du Jalen Duren, du Tobias Harris, donc des joueurs qui sont assez limités en termes de création, que ce soit pour eux ou pour les autres. Et donc il va falloir qu'il y ait un réel step-up là-dessus, avec les départs, et du coup pourquoi pas avec des jeunes qui peuvent progresser. Et puis aussi, au-delà des recrues qui sont venus compléter le départ de Tim Hardaway Jr., de Malik Beasley, de Dennis Schroeder, il y a aussi un young core qui était très présent du côté de Détroit, beaucoup de jeunesse, des joueurs qui ont des difficultés dans certains registres du jeu, mais en qui on a le droit de voir encore des promesses parce qu'ils sont très jeunes. Et je pense à Oscar Thompson, à Ron Holland, etc. Et du coup, on attend beaucoup de ces joueurs-là pour mieux entourer Cade offensivement notamment. Ce qu'on a vu la saison dernière, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup accumulé les talents ces dernières saisons. Ils ont effectivement, on va dire, un quintet de joueurs draftés qui est censé être intéressant, avec Cade Cunningham, Jaden Ivey, Oscar Thompson, Ron Holland et Jalen Duren. Mais c'est aussi des joueurs qui proposent un peu tous les mêmes problèmes, notamment des problèmes, si tu le mets ensemble, par exemple tu mets ce 5 sur le terrain, tu as un énorme problème de spacing qui effectivement va te poser souci. Et ils ont construit autour de ces problématiques-là et de ces joueurs intéressants un style de spacing différent, très inspiré on va dire du jeu européen, je dirais certains, même si en Europe il y a un pick and roll, mais avec beaucoup de systèmes dans lesquels les shooters étaient vachement mis en évidence. Et la saison de Malik Beasley est d'ailleurs incroyable en ce sens. Et d'ailleurs, si jamais Malik Beasley ne rembourse pas son barber, ils ont pris Duncan Robinson pour avoir une version qui est presque une version améliorée de Malik Beasley dans ce jeu-là finalement. C'est presque encore mieux. Et moi je trouve que la question qui se pose, c'est jusqu'où tu vas avec ce système de jeu-là. En fait, tu viens compenser un manque structurel de spacing par un autre type de spacing. C'est intéressant pour l'attaque, mais jusqu'où tu vas, selon toi, tu vois, avec ces éléments-là. Moi, je me demande à un moment, tu vois, si tu vas pas avoir à choisir entre, dans ton 5 qui joue le plus, entre Oscar Thompson et Jalen Duren. Dans quelle mesure, en fait, les deux sont compatibles ensemble, tu vois. Ouais, c'est un peu la question, la question centrale, c'est qui sacrifier pour le spacing. Je te rejoins un petit peu là-dessus, parce qu'on a des joueurs qui sont un peu lock, que sont surtout le Janunavi qui va revenir et qui cristallise un peu des interrogations, parce que sur le petit laps de temps qu'on a vu la saison dernière, c'est devenu un shooter vraiment très fiable. Il a joué lui aussi comme Jalen Suggs en environ 30 matchs. Il était à plus de 40% sur ses 3 points, ce qui sort sans doute un peu de nulle part, certes, mais si ça continue comme ça, on a une valeur de Janunavi qui décolle totalement, que ce soit pour entourer Cade, du coup, qui aura un vrai bon shooter à ses côtés, ainsi qu'un bon driver, etc. Ouais, Alors pour moi, c'est ça qui est le plus encore intéressant inefficace. avec Ivy aux côtés de Cade, en fait. C'est que Cade est tellement porté sur le mi-distance. Effectivement, on va voir comment il stabilise son tir à 3 points, mais que sa capacité à aller au cercle, même dans des spacings qui sont périlleux, parce qu'il a un premier patch et des Ivy de dingo, elle est quand même hyper intéressante, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. Et puis le retour d'Ivy pour aussi ajouter un peu de playmaking. On sait qu'il arrive à faire des différences, comme tu l'as dit, sur ses drives, et à être plutôt bon sur les kick-out avec forcément les aides qu'il attire, etc. Donc pour ça, on a besoin de 2 shooters dans les corners pour sanctionner, pour amplifier les décalages. Et Duncan Robinson, c'est un peu, comme tu l'as dit, le joueur parfait pour fitter dans cet effectif-là.
Il a une meilleure capacité de connecting qu'avait Malik Beasley. Donc c'est un vrai step-up et j'ai très très hâte de le voir sous le maillot des Pistons la saison prochaine. Et pour en revenir du coup au cas de Jalen Duren et d'Osar Thompson, euh, en fait, je pense que ça dépendra un petit peu d'à quel point Osar Thompson arrive à combler ses lacunes offensives, parce que le jeu a tellement été construit autour des capacités offensives de Jalen Duren, que ce soit le passing en hub offensif sur short roll, etc. J'ai du mal à voir JB Bickerstaff se passer de Jalen Duren malgré les compromis défensifs qu'il propose, parce qu'on a un joueur qui du coup a des dimensions vraiment d'un pivot assez lambda. Il fait 2 m 10 avec une envergure qui n'a rien de phénoménal. Je crois qu'il est un peu dans les classiques, il est assez costaud, etc. Mais du coup, c'est ce qui en fait pas un redoutable protecteur de cercle. Euh, il est assez défaillant dans le système. C'est ce qui un peu a coûté sa place quelquefois sur les années précédentes, et ce qui a obligé JB Bickerstaff à changer un peu les schémas défensifs de Détroit l'année passée, avec des schémas de switch parfois, et surtout beaucoup de edge pour protéger un petit peu Jalen Duren qui n'était pas efficace dans le registre. Et, Et dans lequel Ozar Thompson est et très bon voilà. d'ailleurs. Ouais, dans lequel Osar Thompson est excellent, et surtout il est constamment envoyé sur le meilleur dans les défenseurs adverses, parce que voilà, ça fait partie du coup des frères Thompson. On commence à les connaître maintenant. Voilà, c'est des athlètes absolument phénoménaux, formidables défenseurs sur l'homme aussi. Défenseur génial off ball. Enfin voilà, on cherche encore un petit peu les défauts défensifs d'Osar Thompson. Là, on a vraiment aucun mal à les voir offensivement. Mais je trouve que tu vois, Et le problème de Ozar, c'est qu'il a pas ce qu'a son frère pour le coup. Son frère, il arrive quand même pas mal à compenser son problème de shoot. Déjà, il est en train de développer tout doucement un shoot, mais il arrive pas mal à compenser les problèmes de son frère au shoot. Pardon, je vais refaire. Son frère arrive à compenser ses problèmes au shoot par une créativité de mi-terrain, que ce soit à la passe ou au déplacement, que je trouve Ozar Thompson n'a pas aujourd'hui. Tu vois, alors toi, tu les as plus vus que moi, mais je vois pas par exemple de connexion. La connexion qu'on a entre Sengun par exemple et Thompson à Houston, on la voit pas entre Duren pour le coup et Thompson à Détroit, alors que je pense que Duren n'est pas un moins bon passeur que Sengun. Moi, j'aime vraiment beaucoup les lectures de Jalen Duren sur le short roll. Et je trouve qu'il pourrait trouver cette connexion-là, mais je suis pas sûr qu'Ozar Thompson ait ce profil-là, tu vois. mais il y a aussi la relation avec Cade et Osar, tout simplement, qui est pas assez développée. Ouais. Osar, c'est un bien moins bon poseur d'écran que Amen Thompson. Et derrière, du coup, tout ce qui est du coup lecture de short roll, etc., et même menace de alley-oop, là où Amen, c'est déjà un des meilleurs joueurs de la ligue dans ce registre-là. Osar a des progrès à faire. Et puis, ouais, je te rejoins aussi sur la relation avec Duren, où par contre, Duren a moins la capacité de drive et de porter la balle que Sengun, je trouve. Après, cependant, c'est un super passeur pour ce qui est des situations de end-off, etc., etc. Mais là où Osar n'a pas forcément les capacités pour être porteur de balle sur les end-off, parce qu'il a pas forcément la lecture du jeu, ni la menace du scoring. Et c'est un peu problématique. C'est pour ça que j'ai du mal à voir la relation se mettre un petit peu en exergue, pardon, être vraiment valuable pour Détroit dans ce registre-là. Ouais, je pense que pour aider un peu les auditeurs, pour bien voir ce qu'on veut dire autour de Jalen Duren par rapport à Sengun, Sengun, il a vraiment la capacité de récupérer la balle poste haut, de se mettre face au jeu, de dribbler, d'enfoncer, et soit il fait peu de playmaking, mais en tout cas de finir au cercle. Après, il peut aussi faire un peu de playmaking comme ça. Là où Jalen Duren est beaucoup plus un partenaire de pick and roll, ce qu'on avait vu chez Sengun il y a 2 ans, mais qu'on voit beaucoup moins depuis. C'est vraiment un partenaire de pick and roll parce que c'est un excellent joueur de short roll. Et l'intérêt d'avoir un excellent joueur de short roll, c'est que ça donne énormément d'espace au porteur de balle, donc à Cade Cunningham, parce qu'on a peur de faire des prises à deux si le pivot est derrière capable de punir. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bickerstaff construit son attaque beaucoup autour de Duren. C'est parce que cet atout-là, c'est un atout qui a beaucoup de valeur dans la NBA parce que ça te permet de mettre ton meneur de jeu dans de super conditions, quoi. Et donc forcément, je suis d'accord avec toi, on a un peu du mal à le voir le lâcher. Est-ce que tu vois des éléments, toi, qui doivent changer la dynamique, ou qui doivent peut-être pas changer la dynamique parce qu'elle est très bonne, mais plutôt l'accélérer, cette dynamique? T'attends quoi de cette équipe comme progrès?
Bah, déjà, j'attends des progrès sur le joueur de Kate Cunningham intrinsèquement. J'ai fait une longue vidéo cet été, beaucoup trop longue d'ailleurs, juste sur le drive de Kate Cunningham, où c'est un driver qui cette année a été autour de la moyenne. Parmi les plus gros drivers en volume, il était, je crois, pile poil au milieu, quelque chose comme ça. Mais quand on se penche un peu plus sur le drive de ce joueur-là, on voit encore beaucoup de défauts qui semblent pouvoir être gommés, notamment des problèmes un petit peu d'appui où il se mélange parfois un peu les passos, il a des difficultés à accéder à sa main gauche, il a un petit peu peur du contact et je pense que ça peut être réglé avec du travail, avec de la confiance. Et à ce moment-là, si on a un Cade qui devient un driver pas forcément élite, mais de top 10 de la ligue, rien que ça, on aurait un joueur qui serait phénoménal et qui serait absolument bénéfique pour Détroit. Et ça ajouterait forcément beaucoup d'aide au panier et libérer des joueurs pour des cuts. Donc pour Ossard notamment, qui pourrait accéder au cercle beaucoup plus facilement sur des lectures de Cade ou pour libérer des joueurs à 3 points par exemple. Et puis aussi les progrès défensifs de Duren. J'ai envie qu'il devienne un défenseur un peu plus valuable qu'il ne l'est actuellement, parce qu'il a le matos, en tout cas pour l'être par son corps. J'ai donné cette dimension tout à l'heure, mais c'est un vrai pivot qui est assez costaud, etc. Et c'est dommage de ne pas pouvoir l'utiliser en drop ou de pouvoir l'utiliser uniquement en edge, parce que ça limite un petit peu les schémas qu'on peut faire autour de lui. Mais voilà, c'est un peu les deux choses que j'avais en tête sur du scouting un peu individuel. Je sais pas si tu avais des choses, toi, Je trouve un peu plus globales. je trouve qu'autour de Cade, moi j'ai l'impression qu'il a déjà fait sa transition l'année dernière, c'est qu'il a fait le choix un peu dans. Je suis pas sûr que son explosivité et son dribble lui permettent d'accéder au cercle suffisamment facilement. Par contre, je trouve qu'il a développé un truc intéressant l'année dernière. C'est plutôt son jeu autour des zones intermédiaires, là où il était souvent long. Il avait du mal à se faire violence pour se rapprocher du cercle. Il a commencé à se rapprocher du cercle et je le trouve intéressant sur les flotteurs, sur le jeu de mi-distance, mais beaucoup plus près du cercle. Il a réussi à faire cette transition-là. Moi, j'ai l'impression qu'il a déjà un peu fait son choix et je suis pas sûr qu'il rebouge encore pour essayer d'aller encore plus au cercle. Et sur Jalen Duren, sur la défense, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il a des. Enfin, c'est aussi un pivot assez jeune, hein. Il a 23 ans, mais il a des mensurations qui doivent lui permettre d'être un bon défenseur. On le comparait beaucoup à Dwight Howard quand il arrive en NBA. Il y a de ça, hein, 2,26 m d'envergure, 2,11 m, en plus avec beaucoup de verticalité. Si tu développes un peu les lectures, pour le coup, tu dois arriver à être sur un défenseur qui a de l'impact. Je dis pas que ça doit devenir un top défenseur, mais en tout cas, parce qu'il ne le sera pas, mais au moins un défenseur qui a de l'impact. J'ai l'impression qu'aussi, autour de cette équipe, je pense que Jaden Ivey doit faire pas mal de différence. Son retour doit permettre de faire pas mal de différence. Et j'aimerais bien qu'Ozar Thompson, pour le coup, aille un peu plus loin dans son développement. Alors, j'ai peur qu'il subisse un peu toujours la comparaison avec son frère, qui a beaucoup plus d'outils que lui, Ouais, et c'est il clair. ne sera jamais son frère. Mais j'aimerais bien au moins qu'il développe, si ce n'est pas la relation avec Cade, au moins la relation avec Jalen Duren, pour qu'on se dise en fait que son spacing vertical permet de compenser le manque de spacing à 3 points qu'il propose, et que cette attaque-là, elle est un peu moins dépendante du coup des systèmes de shooters qui ont très très bien fonctionné contre New York. Mais enfin, contre New York, tu t'es quand même retrouvé dans une série où tu avais l'impression que pour être en vie, il fallait être très fort sur des tirs très difficiles. Et je suis pas sûr que tu as envie de continuer vers ça, tu vois. Exactement. Et puis, j'ajouterais un dernier point sur un joueur dont on n'a pas encore parlé, c'est Isaiah Stewart a totalement changé de registre de jeu l'année dernière, qui est passé vraiment dans un rôle de backup protecteur de cercle derrière Duren, qui a rendu de fiers services en playoff suite à la blessure de Duren notamment, mais qui était plutôt excellent sur un plus petit volume que par le passé, un plus petit minutage. Et qui avait un petit peu renié ses qualités de shooter qu'on avait entrevues sur la saison 2023-24. Le shooting de Stewart, ça avait été un peu l'un des seuls éclaircis dans la saison historique en termes de défaite de Détroit sur la dernière année de Monty Williams. Et là, on a vu quelques déclarations de la part du coaching staff et du front office, comme quoi on voudrait refaire confiance un petit peu à Stewart dans ce registre-là, où il était passé, je crois, au-dessus de 38% sur la dernière saison qu'il a fait, là où du coup la saison dernière il avait totalement arrêté de prendre des shoots. Donc ça peut forcément être utile à l'équipe
s'il revient dans ces standards-là, sur un volume de 4-5 par match, autour de la moyenne, voire un petit peu au-dessus de la moyenne, c'est pas sûr que ça forcément attira les aides ou la défense. Il va pas forcément écarter dans un premier temps, mais s'il pourrait en rentrer quelques-uns, nous, forcément, en tant que supporters de Détroit, on dit pourquoi pas dans cette équipe, du coup, comme on l'a dit, qui risque de souffrir du manque de spacing si on donne beaucoup de minutes à Oscar Thompson notamment. Alors, si je te suis, toi, Détroit, l'objectif qu'il doit viser, tu les mets plutôt dans le tier 2 ou dans le tier 3, du coup, tu en as parlé avant dans ta conférence Est. Là, tu les mets plutôt avec les Sixers et les Bucks dans ton évaluation, ou tu les mets plutôt avec Atlanta et Orlando? Je le mettrais un tout petit peu en dessous du coup, des Bucks et des Sixers, vraiment collé un petit peu aux Hawks et aux Magic. Donc c'est pour ça que pour moi une saison réussie, ce serait pas forcément une bonne place à la régulière, mais je parlerais déjà de playoff et d'un tour qui doit être passé en playoff pour parler de saison réussie, parce que on a vu d'excellentes promesses l'année dernière face à New York, avec un effectif qui avait été plutôt décimé, avec Duren qui a été absent durant un long moment dans les playoffs, Ivy qui n'a pas joué sur l'année civile 2025, et donc là avec une conférence Est qui va être déjà décimée et des équipes concurrentes comme les Bucks sur lesquels il y a beaucoup d'interrogations dont tu as évoqué le cas tout à l'heure, et les Sixers avec les blessures de potentiel d'Embiid et de Paul George qui peuvent rechuter à nouveau avec leur passif qu'on leur connaît. Donc c'est pour ça il n'y a pas beaucoup d'équipes où je me dis à l'heure actuelle, si Détroit les affronte au premier tour de playoff, ça me semble vraiment compliqué, hormis New York et Cleveland évidemment. Sinon, si on continue sur la même lancée que celle qui était l'année dernière, peu importe le résultat en saison régulière, pour moi, une saison réussie, ça sera un tour de playoff de passé. Je pense que cette équipe, pour moi, elle doit viser. Alors, vous avez compris, moi, mes tiers sont pas tout à fait les mêmes. Je pense qu'Orlando a un peu d'avance quand même sur Détroit et Atlanta. Ok. Pour le coup, je les vois bien batailler avec les Bucks plutôt. Parce qu'Atlanta, nous, on a fait un épisode dessus il y a peu et on a un peu d'inquiétude quand même autour de Atlanta. Notamment, en plus, c'est une équipe qui peut subir énormément de blessures. Pour le coup, Détroit l'année dernière a plutôt montré que c'était une équipe, alors hormis Jaden Ivey, mais qui a une vraie blessure. C'est pas une blessure chronique, une espèce de blessure chronique, mais je pense que c'est une équipe qui peut être au complet. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils arrivent à viser ce top 4 pour le coup. Je trouve que s'ils sont autour de 6, c'est ok. S'ils arrivent à être dans le top 4, c'est vraiment une saison réussie. Ça veut dire que le projet avance. Mais surtout, à la fin de saison, on en a parlé un peu. J'aimerais que tu sois un peu plus au clair sur les potentiels de tes jeunes joueurs pour que tu commences à faire le tri et que tu commences un peu à optimiser ce spacing qui certes est intéressant. Le spacing que tu as créé, le spacing de système que tu as créé est intéressant, mais je pense que tu aurais quand même intérêt à le rendre un peu plus méta encore, et peut-être qu'il y a 2-3 choix à faire. J'espère pour eux qu'ils n'auront pas à faire le choix entre Duren et Thompson, mais ça impliquerait qu'il y ait une connexion qui se crée, soit de Cade avec Thompson, soit de Duren avec Thompson. Ils ne peuvent pas avoir leurs 3 meilleurs joueurs qui ne sont pas connectés sur des profils comme ça. Il faut qu'ils arrivent à se connecter entre eux, et si jamais c'est pas le cas, peut-être faire le choix entre un des deux. Ou sinon aller taper peut-être dans du Ronald, enfin on verra, mais donc moi c'est plutôt ça quoi. J'aimerais bien qu'ils arrivent à aller dans ce top 4 et qu'ils soient au plus au clair sur leurs jeunes et sur ce qu'il faut en faire. Et en tout cas, j'espère que tu auras raison sur le côté chiffré du classement. En top 4, évidemment, en tant que fan, j'en serais ravi. Et puis, pour la situation autour des jeunes, j'ajouterai un point, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Ivy et Duren vont pouvoir être re-signés l'été prochain. Et si ça fait partie du coup du processus acté de la saison prochaine, comme celui dans lequel on parle dans cet épisode-là, il va falloir que la situation contractuelle soit claire, clarifiée. Et si en tout cas la volonté c'est pas de poursuivre et de leur donner un contrat, ou du moins le contrat qu'ils veulent, et il va falloir trouver des solutions et les trader dans les meilleurs délais et avec des joueurs qui correspondent plus à ce dont Cade Cunningham a besoin pour le rentabiliser la star au maximum. Et puis surtout que Détroit aura la place en termes de salary cap à ce moment-là, parce que déjà il y aura l'augmentation du cap qui arrive, et puis il y a le départ de Tobias Harris qui est en fin de contrat cette année et qui a du coup le deuxième plus gros contrat de l'effectif avec 26 millions. Donc il y a déjà 26 millions qui partent, du coup le nouveau cap space qui va augmenter, et puis surtout il me semble que Détroit est encore cette année la seule équipe
avec du cap space de disponible à l'orée de la saison. Il me semble avoir lu ça cet été. Je ne sais pas si avec quelques petits transferts qui ont été faits, les choses ont évolué. Mais en tout cas, je sais que ça a été le cas à un moment donné, plutôt récemment. Je regarde en même temps que je complète. Moi, je trouve que Ivy et Jalen Duren sont des bons profils de complément pour faire briller Cade. J'aime bien la percussion de Ivy, comme on a dit ce qu'on est sur Cade. Je pense que le seul élément qui, pour moi, je les vois pas avec du cap space des trois, mais peut-être que je regarde mal. Pour le coup, je pense Ok. qu'ils ne demandent pas. Mais le seul élément qu'il faut se poser la question, c'est est-ce qu'ils sont assez forts en fait. Le profil, c'est une chose, la qualité individuelle, c'en est une autre. En fait, quand on vous dit est-ce qu'ils sont assez forts, on vous parle de leurs défauts. C'est-à-dire, est-ce que ce qui est de l'ordre du défaut chez eux est trop pénalisant ou pas. Et donc, on verra bien ce que ça peut donner. Ce que je te propose, Enzo, c'est qu'on en termine avec cet épisode sur la conférence Est. Donc, vous l'aurez compris, on a traité de 3 équipes. On se les rappelle, Détroit, Orlando et les Raptors avec des projections différentes. On espère que ça vous aura fait plaisir d'entendre parler de ces équipes. Et puis, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!